Bonjour à tous. Excusez-nous pour le retard un petit peu léger dans lequel on va commencer. C'est de ma faute. J'avais indiqué le mauvais amphi à nos intervenantes. Comme quoi, nous aussi, on s'y perd hein, à naviguer à droite, à gauche. Donc, voilà. Alors, juste avant de commencer, une petite info. Je vous rappelle, il nous reste 4-5 places pour la visite du laboratoire Palévoprime. Mardi prochain. Donc j'invite ceux qui hésiteraient à ne plus forcément hésiter. C'est vrai que c'est pendant la conférence de M. Khalifa. C'est parce que le laboratoire a certaines contraintes. Ils vont être fermés pour travaux et puis les enseignants vont aussi être partis pour des recherches. Donc on n'avait que cette date-là, que ce créneau-là. Donc je vous invite à vous inscrire et à ne pas hésiter. On a encore 4-5 places, ce serait dommage qu'elles restent vacantes. Je laisse maintenant la parole à Pascal Lucchio qui va nous présenter nos intervenantes du jour. Merci, merci Samuel. Ben, tu vois, le retard est rattrapé. Hein, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nadège Gauthier et bonjour Virginie Allard. Nadège Gauthier, vous êtes titulaire d'un master métier des arts et de la culture obtenu à l'université de Lille 3. Vous avez été en charge de la programmation d'événements culturels et artistiques, notamment à Chalon-sur-Saône. Et depuis 2018, vous êtes coordinatrice du Palais à la ville de Poitiers. Virginie Allard, après des études d'histoire à Poitiers, vous avez été diplômée en master Histoire et gestion du patrimoine français et européen à la Sorbonne et vous avez exercé dans plusieurs musées et sites prestigieux. Vous avez été responsable par exemple du musée des instruments à vent de la couture Busset dans l'Eure et vous avez été chef de projet éducatif au château de Versailles. Actuellement, vous êtes chargé de projet patrimoine à la ville de Poitiers et à Grand Poitiers. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous avons invité aujourd'hui pour évoquer l'un des plus remarquables ensembles d'architecture civile médiévale de France, le Palais et son devenir. Bien connu de tous comme le Palais de Justice, il fut une époque pas si lointaine, où y entrer par l'échelle du palais, c'est-à-dire ce que nous appelons maintenant l'entrée romane, était une habitude des Poitevins qui traversaient la salle des pas perdus, maintenant appelée par son nom l'Aula, pour rejoindre la rue Gambetta. On y flânait aussi, on s'y donnait rendez-vous, des concerts y étaient programmés et l'université y a fêté son 450e anniversaire en 1981. Bien cadenassé pendant quelques années pour raisons de sécurité, le palais, autrefois de justice, est à nouveau ouvert à tous depuis 2019. Redevenu le palais des ducs d'Aquitaine, comtes de Poitou, il a déjà été le lieu de plusieurs manifestations culturelles. On peut penser à Traversée, par exemple. Des fouilles d'archéologie préventive se poursuivent depuis 2020 et nous en apprendrons plus sur ce palais qui a abrité la figure célèbre d'Aliénor. C'était un des fils conducteurs de l'année, Aliénor, sur notre programmation. Le projet de réhabilitation du palais dans son quartier a été confié en 2021 à l'atelier Novembre. Et c'est ce dont vous allez nous parler maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation très complète qui nous évite de nous représenter. Simplement, peut-être vous préciser que nous sommes ici pour vous parler effectivement du
palais, mais du point de vue de son projet de réhabilitation. On ne va pas forcément vous faire une présentation historique du palais, puisque c'est ce qui nous occupe quotidiennement avec Nadège. Alors, sur deux aspects différents, moi, je suis plutôt en charge du suivi global du projet et de sa coordination, et Nadège de la coordination de l'équipement au quotidien, mais aussi dans le futur site qu'on va vous présenter actuellement. Donc on va faire cette présentation à deux voix. Alors, oui, ça fonctionne. Donc peut-être pour remettre dans le contexte général le projet, donc effectivement le palais, c'est un édifice patrimonial majeur de Poitiers qui pendant plusieurs siècles a été occupé par les services de la justice et qui depuis le 1er janvier 2020 appartient à la ville de Poitiers. C'est un site qui fait à peu près 6000 m² en cœur de ville, donc pas forcément 6000 m² d'emprise au sol, mais voilà, c'est plein de bâtiments imbriqués les uns dans les autres. Le projet, en fait, revêt de multiples dimensions, puisque c'est un projet, évidemment, de réhabilitation patrimoniale, puisqu'on est dans un monument historique qui est classé depuis le 19e siècle. Il fait partie d'une des premières listes des édifices classés monuments historiques, notamment par Prosper Mérimée et Eugène Viollet-le-Duc, qui voilà, est bien connu dans le milieu du patrimoine au 19e siècle, est lui-même passé au Palais et a décrit ce site dans son dictionnaire de raisonné d'architecture. Donc c'est vraiment dès le 19e siècle un site déjà qui est pointé pour sa valeur patrimoniale. Donc le premier aspect, c'est vraiment un enjeu voilà, patrimonial pur, un enjeu touristique évidemment, mais c'est aussi, comme c'est un monument important au cœur de ville, ce que la collectivité, la ville a souhaité mettre dans ce projet, c'est aussi une dimension urbaine, économique, des enjeux de retravailler le centre urbain, de mettre en cohérence les espaces publics. Donc c'est un projet vraiment à multiples facettes et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Peut-être avant de vous reparler de la genèse, on s'est dit que ça pouvait être assez voilà, intéressant de tout de suite rentrer dans le cœur du sujet en vous disant ce que sera ou ce qu'il y aura au Palais demain, et ça on y reviendra plus en détail. Là, on vous a mis une présentation d'une vue des architectes en fait qui travaillent sur le projet de réhabilitation et qui ont fait l'exercice de mettre dans le Palais, donc dans la maquette du Palais, les usages futurs qui sont définis pour le site. Donc on vous détaillera ça un peu plus en détail, mais vous voyez qu'il y a des usages vraiment divers et variés. Donc ce qu'on appelle le CIAP, le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, donc qui est lié au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire de Grand Poitiers. Donc un espace vraiment patrimonial. La grande salle, donc la salle des pas perdus à l'époque de la justice, qui est aussi un des joyaux patrimoniaux majeurs du site. Et puis des espaces d'accueil, des espaces culturels, donc qu'on appelle les plateaux. Donc il y en a ici et ici à proximité de la tour Maubergeon et donc du SIAP, qui seront plutôt destinés à des usages de exposition, mais aussi conférences, débats. Et puis dans le domaine aussi culturel, la boîte noire, donc une salle plutôt type salle de spectacle. Et ensuite des espaces d'hébergement, de cafés-restaurants, donc pour que ce site soit un site qui vive tout le temps, en fait, que les publics puissent s'y croiser, et des espaces dits tertiaires, donc destinés à accueillir les équipes du Palais, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, des associations. Et d'ailleurs, on vous en parlera aussi tout à l'heure, c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des associations qui sont accueillies au Palais. Le but étant que ce site soit effectivement occupé en permanence par différents types d'usagers, de publics, et que tout le monde se croise et qu'il se passe toujours quelque chose dans ce site.
Alors, avant de passer la parole à Nadège, pour revenir plutôt faire un flashback et revenir en arrière. Donc, les grandes étapes en fait de ce projet. Voilà, les dates extrêmes, c'est depuis 2016 et jusqu'en 2030 à peu près. On est à peu près à la moitié, puisque en gros, jusqu'en 2021, on était vraiment sur les phases d'élaboration plus conceptuelles du projet. Je vous ai dit tout à l'heure que le palais était propriété de la ville depuis le 1er janvier 2020, mais en fait, dès 2016, à partir du moment où les services de la justice ont annoncé leur départ, le projet, à proprement parler, a commencé puisqu'il a fallu réfléchir à l'avenir de ce site. Donc, études de faisabilité, voilà, il y a des équipes qui ont commencé à travailler là-dessus dès ce moment-là. Depuis 2021, on vous le dira aussi, on a franchi une autre étape puisqu'on travaille maintenant avec les architectes et on est dans des phases d'études, de conception complémentaire et de diagnostic pour une réhabilitation des travaux à partir de 2024 jusqu'en 2028 à peu près. Et en parallèle, il y a une dimension dans l'espace urbain qui se déploie aussi et qui, elle, devrait se dérouler sur un peu plus de temps et donc probablement jusqu'en 2030. Très bien, vous avez eu une petite prévisualisation de ce futur palais réhabilité. Maintenant que vous avez ça en tête, on va pouvoir revenir sur la genèse de ce projet de réhabilitation exceptionnelle. Donc, comme indiqué précédemment, en fait, cette réflexion, elle est née à partir de 2016, où a été constitué un comité de pilotage, donc à l'époque composé d'une double présidence par la personne d'Alain Claes, maire de l'époque, et d'Henri Loirette. Henri Loirette, qui est l'ancien président du musée du Louvre, qui a participé au projet du Louvre-Lens, du Louvre Abu Dhabi, qui est vraiment une personne voilà, spécialiste de ces enjeux culturels et patrimoniaux, qui a des attaches familiales très fortes avec la ville de Poitiers, qui a passé son enfance à Poitiers et qui porte sur la ville un regard d'attachement assez fort et un regard très sensible. Donc, c'est ce comité qui a commencé la réflexion sur le projet du palais dès 2016. Donc, qui a notamment s'est fait accompagner d'un collectif de programmistes, le collectif Filigrane, qui a aidé ce comité de pilotage à travailler sur une élaboration d'un pré-programme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on imagine dans ce futur palais demain? La question principale était de se dire comment ce joyau de l'architecture civile médiévale reste au cœur de la cité et rayonne en fait à nouveau, et comment on peut faire de cette pépite une porte d'entrée sur le territoire. C'est vraiment ce qui a mené la réflexion dès 2016. Donc depuis 2020, effectivement, date très forte, c'est l'acquisition du palais par la ville de Poitiers et la constitution d'un nouveau comité de pilotage suite aux élections municipales, donc comité actuellement présidé par Madame la maire Léonore Monconduit. Et puis, voilà, je le disais, l'équipe pluridisciplinaire Filigrane qui continue d'accompagner ce comité de pilotage. Depuis 2018, un travail de concertation avec la population a eu lieu, donc on va y revenir juste après. Et ensuite, ce qu'on appelle des préfigurations, un travail de préfiguration, notamment des préfigurations urbaines, qui ont été entamées à partir de 2021. L'idée étant toujours de confronter les pistes de projet à la population pour pouvoir ajuster les choix de programmation et les choix définitifs sur la gestion de ce projet. Aux origines du projet, une manière assez forte de présenter en fait ce projet, c'était de le découper quelque part en 3 composantes. Évidemment, la première composante évidente, c'est le palais comme lieu de patrimoine, un lieu qui va être révélé, une réinvention du palais. Donc là, cette première composante, c'est vraiment comment on va restaurer ce patrimoine et comment on va révéler le futur palais dans la ville pour l'ouvrir à ses habitants et le faire rayonner au-delà de Poitiers. C'est évidemment le projet de réhabilitation. La deuxième composante de ce projet, c'est un projet urbain, puisque le palais, il est au cœur de la ville. C'est un lieu qui est traversant, vous devez le savoir, vous l'avez peut-être déjà emprunté, ça a été rappelé tout à l'heure. C'est vraiment un lieu qui permet de faire dialoguer le haut du plateau avec le quartier cathédral, le quartier épiscopal. D'ailleurs,
le palais et la cathédrale ont été construits à une même époque et se répondent de manière perpendiculaire. Donc il y a vraiment un lien important à rappeler entre le palais et la cathédrale. Et pour ça, un projet urbain est entrepris en parallèle du projet de réhabilitation. On en parlera après. Et la troisième composante de ce projet, c'est un projet événementiel. Comment un événement, puis des événements, vous allez le voir, vont permettre de mettre en mouvement ce projet. C'était à l'origine la création d'un événement qui s'appelait Traversée, qui a eu lieu en 2019 et qui a permis d'inviter des artistes à créer dans des lieux de patrimoine, avec évidemment au cœur le palais, mais de s'inscrire aussi dans un parcours urbain et ainsi d'inviter les visiteurs à redécouvrir le patrimoine de Poitiers en déambulant dans le quartier. Alors, la révélation du palais, effectivement, ça a été rappelé. Les enjeux, c'est de faire connaître ce joyau incroyable, de le rendre plus lisible et visible dans la ville pour le visiteur. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien le palais, c'est très difficile de comprendre que l'entrée naturelle, c'est-à-dire par la place Le Petit, avec cette façade de la Justice, ce péristyle du 19e, et cette entrée un peu austère de la Justice, c'est très compliqué d'imaginer que ce lieu-là, cet édifice, est le même que la tour Maubergeon, donc qui est pour le coup là d'une architecture médiévale. C'est quelque chose d'assez étrange, en fait. Aujourd'hui, le projet, c'est vraiment de redonner une lisibilité au palais et de le désenclaver, puisque ce palais, il fait suite à une juxtaposition de bâtiments, surtout à l'époque de la Justice, et puis le quartier s'est vraiment construit tout autour du palais. Donc vous allez le voir, on va l'expliquer après, le projet de réhabilitation, c'est aussi de dégager le palais et de lui redonner sa place, de créer des poches d'aération, en fait, pour que le public puisse contourner cet espace, contourner le palais. En termes de mobilisation des publics, l'année 2018 a été assez importante puisque cela a permis de prendre déjà contact avec les habitants et de commencer à faire parler de ce projet et surtout de mener une concertation. De manière très concrète, une exposition itinérante a eu lieu, donc elle a été montrée dans une quinzaine de lieux de Poitiers et Grand Poitiers, que ce soit dans des mairies, que ce soit dans les maisons de quartier, que ce soit à la médiathèque, à l'université, au CHU, etc. L'idée étant de proposer une période de visibilité d'une exposition présentant le projet du palais pendant une quinzaine de jours. Et pendant cette durée d'exposition, un atelier participatif avait lieu où les visiteurs pouvaient donner les premières propositions de pré-programme pour ce futur palais. C'est-à-dire, les prochains usages prévus pour le palais demain sont de garder la grande salle ouverte pour organiser des événements, sont de proposer des expositions, d'avoir un café, un restaurant, etc. Et les habitants pouvaient répondre très concrètement. Voilà, vous avez l'exemple en image, on se rend mieux compte, avec un petit principe de baromètre. Tous les futurs usages du palais, pressentis dans le premier programme, étaient proposés et libres ensuite aux visiteurs de pouvoir participer en collant une gommette de couleur et en pouvant donner leur opinion sur qu'est-ce que je pense d'une privatisation de l'espace, d'un espace d'exposition dans la grande salle, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui a permis de nourrir le projet. C'était une consultation assez riche. Et cela a été mis en parallèle avec... je veux bien que tu reviennes juste avant, parce que j'ai pas tout... Voilà, encore. Avec un autre projet qui était un défi créatif qu'on a mené avec Cobalt notamment, qui a été un atelier de réflexion libre sur des manières innovantes de produire de la médiation autour du palais. Donc voilà, toute cette année 2018 a été consacrée à cette mobilisation des publics. Tout ça, toute cette concertation a permis au comité de pilotage d'affiner le programme qui s'est donc confirmé autour de ces axes-là. Donc effectivement, Virginie l'a présenté tout à l'heure en vous montrant le plan. L'idée est, on est vraiment sur un lieu de patrimoine exceptionnel qui va donc accueillir le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui est une boîte à outils en fait liée au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire de Grand Poitiers, qui est en fait un lieu où on va venir trouver de la matière sur le patrimoine du territoire, sur l'architecture. C'est vraiment un lieu de médiation qui va fonctionner aussi en lien avec le musée Sainte-Croix évidemment et ses collections, mais c'est un lieu de médiation autour du patrimoine.
Sur la partie diffusion culturelle, on va donc trouver des plateaux, donc espaces culturels, pour accueillir expositions, spectacles, résidences, etc. Et une boîte noire, donc espace de diffusion. Sur la partie lieu de rencontre, on va accueillir donc un café et restaurant et une partie hébergement, donc hôtellerie, nouvelle génération par exemple. Des espaces d'accueil évidemment et des espaces de travail collaboratif. Donc ça veut être par exemple pour accueillir une personne qui vient travailler pour la journée, et puis des espaces de bureau pour les associations. Ceci répond donc aux grands principes de fonctionnement attendus, où effectivement l'idée, nous sommes au cœur d'un monument historique, donc un monument exceptionnel, qui reste un monument unique, mais qu'on ne sacralise pas dans la fonction unique de lieu de patrimoine. L'idée, c'est de l'ouvrir à d'autres usages, donc un monument composite, tout en gardant la sensibilité de ce lieu tout à fait particulier. Ce qui va permettre d'accueillir des publics très variés, à la fois des habitants, des personnes qui vont avoir un attachement au quotidien du bâtiment en venant y travailler, en venant prendre un café, etc. Mais aussi des visiteurs d'un jour, des touristes, en accueillant des expositions, en ayant un programme culturel riche. Ça permet aussi de renouveler le public qui va venir fréquenter ce lieu. Des usages non figés dans le temps. Donc ça, c'était une dimension très importante qui a été développée par le nouveau comité de pilotage, c'est de se dire que tous les lieux envisagés sont assez pluriels et vont pouvoir répondre aux attentes des visiteurs qui viendront dans 10 ans, puisque voilà, c'est un projet sur plusieurs années, donc il faut aussi se préparer à ce que les habitudes et les pratiques évoluent. Une exploitation multiforme. On doit aussi pouvoir avoir plusieurs usages dans le lieu et exploiter plusieurs espaces dans ce palais. Une proximité entre certaines entités et des indépendances d'accès pour que justement on puisse utiliser plusieurs espaces en même temps. Et enfin le statut particulier de la grande salle qui est le joyau du palais et qui restera le joyau du palais, qui sera un espace a priori toujours visible au public, qui est un peu la pièce maîtresse évidemment de ce palais, qui sera un espace, encore une fois, que l'on pourra emprunter pour traverser, pour venir visiter, juste passer, et dans lequel on pourra organiser aussi des événements de plusieurs sortes, des événements exceptionnels, une programmation artistique, etc. Alors, je reprends la parole pour avancer un peu dans le temps. Donc, Nadège vous a expliqué un peu la jeunesse du projet, comment on en est arrivé à ce programme, c'est-à-dire à définir ce qu'allait être le palais demain. On l'a dit, ça a été rappelé en introduction. Donc, aujourd'hui, on travaille avec une équipe d'architectes. Cette équipe d'architectes, elle a été recrutée au terme d'un dialogue compétitif, donc sans forcément, vous aller trop loin dans ces considérations très techniques et juridiques. En fait, c'est une procédure un peu particulière. C'est pas tout à fait un concours d'architectes. Un concours, généralement, c'est on a une demande, un cahier des charges, un programme très précis, et des équipes d'architectes répondent avec un projet entre guillemets bien ficelé. Et ensuite, on choisit le projet qui nous semble le plus approprié, et presque tout de suite après, on commence pas les travaux, mais ça va assez vite. Pour le palais, vous l'avez bien compris, c'est un site qui est très particulier. Vous voyez là aussi que les dates sont, on est à cheval avant et après l'acquisition par la ville. Le palais, c'est un lieu qui est finalement assez peu connu, malgré son caractère exceptionnel. D'un point de vue vraiment patrimonial et historique, il y a encore pas mal de choses à étudier et à découvrir. Et puis, l'état du monument était, notamment au moment de l'acquisition par la ville au 1er janvier 2020, pas très bien connu non plus, puisque c'est un lieu qui avait été très modifié par les services de la justice, qui était encore très utilisé, très occupé. Donc, le choix du dialogue compétitif, il a tout son sens dans ce contexte-là, puisqu'en fait, il s'agissait de soumettre à des équipes d'architectes un projet
avec un lieu, mais un projet qui soit pas complètement figé. C'est-à-dire que l'idée, c'était que pendant une période, donc ça a duré, alors on a eu le Covid entre les deux, mais du coup ça a duré à peu près 18 mois. Ces équipes, en l'occurrence, il y a 4 équipes qui ont été présélectionnées sur la base de à peu près 80 répondants. Ces 4 équipes, en fait, ont pu travailler chacune de leur côté des propositions de déploiement, c'est-à-dire de projets, voilà, où est-ce que nous, on va mettre le restaurant, comment on va restaurer telle ou telle partie. Et il y a eu des étapes, alors qui sont très encadrées, d'échanges avec le comité de pilotage, où les équipes venaient présenter leur analyse du projet et ce qu'elles comptaient en faire. Et c'est à la fin de cette période que l'une des 4 équipes a été sélectionnée pour assurer les missions qui leur sont confiées. Donc, en l'occurrence, 2 missions principales. Donc, la mission la plus importante, c'est la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du palais et des espaces publics adjacents, donc c'est-à-dire voilà le palais au sens du monument, mais aussi la place Le Petit et le square Jeanne d'Arc qui se trouvent vraiment à proximité immédiate. Et puis une mission d'urbaniste qui est là, qui consistait à porter un regard plus large sur le centre-ville et puis notamment cet axe palais-cathédrale pour élaborer ce qu'on appelle un schéma directeur urbain, donc des grandes intentions d'aménagement de la ville en cohérence avec la réhabilitation du site et puis pouvoir guider un petit peu les opérations d'aménagement ultérieures. Donc ça, c'est vraiment les 2 grandes missions. Donc, l'équipe lauréate, c'est l'équipe qui s'est constituée autour de l'atelier Novembre. L'équipe a été choisie à l'été 2021. Et donc, dès les mois qui ont suivi, on a véritablement commencé à travailler avec eux sur les diagnostics, les études de conception. L'atelier Novembre, c'est un cabinet d'architectes qui sont connus notamment pour avoir fait le 104 à Paris. Je vous en parlerai un peu plus après. Mais ils ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire qu'ils se sont entourés de compétences très variées, puisque ce projet, vous le voyez, il est à multiples facettes. Donc, ils sont accompagnés évidemment d'un architecte, d'une agence d'architectes du patrimoine pour le volet vraiment réhabilitation, d'une agence d'urbanistes paysagistes, donc en l'occurrence l'atelier Jacqueline Hosty, qui a eu le Grand Prix d'urbanisme en 2020 justement. Et puis des scénographes, des économistes, des spécialistes de l'acoustique, voilà, j'en oublie. Et donc, ce qui a présidé au choix de l'atelier Novembre, le choix, il n'a pas forcément été facile parce qu'en fait, toutes les équipes avaient vraiment un peu leur vision du projet. Et en fait, dans chaque équipe, il y avait des choses intéressantes, mais il a bien fallu que le comité de pilotage choisisse. Et en fait, c'est l'atelier Novembre qui s'est un peu démarqué puisque ils avaient une approche assez fine du monument. Vous le verrez dans leurs propositions, c'est-à-dire qu'ils apportent une dimension contemporaine dans la réhabilitation, alors au sens des équipements, parce qu'il faut bien que ce bâtiment puisse fonctionner comme un bâtiment d'aujourd'hui et qui soit aux normes et qui soit accessible, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais c'est des interventions qui sont assez subtiles, donc qui se verront, mais il n'y a pas non plus de grands gestes révolutionnaires sur le palais. Donc c'est assez subtil. Et puis ils avaient aussi, ils avaient un côté, la dimension écologique dans les équipements, les aménagements était assez importante aussi du côté de l'atelier Novembre. Donc c'est quelque chose qui a séduit le comité de pilotage. Voilà, donc l'atelier Novembre, un petit mot sur eux. Là, vous voyez du coup les principaux acteurs de l'équipe, donc essentiellement urbanistes, architectes et architectes du patrimoine. C'est vraiment ceux avec qui on travaille le plus
régulièrement. Et donc l'atelier Novembre, ils ont déjà travaillé sur des réhabilitations de monuments, et le projet phare, c'est le 104 à Paris, donc c'était les anciennes pompes funèbres municipales, donc un bâtiment patrimonial mais plutôt de type industriel, qui a été entièrement réhabilité pour en faire un lieu justement très multiforme, hein, où il y a des expositions, mais des restaurants, ça vit un peu tout le temps. Donc il y avait des choses qui faisaient écho aussi au palais. Je te relaisse la parole pour les usages. Alors, voilà, on revient on fait une boucle, on revient à l'image qu'on vous a présentée précédemment. Maintenant, vous avez compris un petit peu plus la genèse du projet et ce qui a mené l'atelier Novembre à proposer cette répartition du programme à l'intérieur du site, hein, où vous voyez, on retrouve effectivement les espaces qu'on a évoqués tout à l'heure, entre espaces d'accueil, je prends un petit peu dans l'ordre d'entrée dans le palais, hein, espaces d'accueil, partie hébergement, partie café-restaurant, évidemment la grande salle qui trône en majesté, les espaces de diffusion culturelle avec les plateaux, comme on l'a dit, évidemment le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, autre lieu incontournable de la visite, espace de diffusion ici avec la boîte noire, et des espaces de travail ici. Ce qu'on vous présente également ici, c'est le principe des flux. Alors, c'est quelque chose qui est très important, parce que comme on le disait, un des enjeux, c'est de retrouver un parcours assez libre, en fait, dans cet édifice, et une façon de pouvoir rendre la lisibilité du monument en le contournant. Donc, vous voyez un filet orange foncé. Ça, c'est un parcours qui existe déjà aujourd'hui. C'est la traversée du palais telle qu'on la connaît. On arrive par la place Le Petit, on ressort par l'échelle du palais pour arriver rue du Marché. Demain, à l'issue de la réhabilitation, d'autres contournements seront possibles, d'autres traversées. Le filet orange clair existe déjà, mais n'est pas accessible aujourd'hui avant travaux. C'est une sortie qui permet de faire passer le public par l'impasse de la Buvette. Donc on ressort également sur la rue du Marché, Notre-Dame. Le filet en jaune, c'est vraiment celui qui va permettre de contourner le palais. Alors, pour faire ce parcours-là, cela va nécessiter quelques déconstructions, uniquement de parties du palais, évidemment, hein, pas de bâtiments adjacents. Mais effectivement, voilà, si on déconstruit ici une partie de bureau qui n'a aucun intérêt architectural et patrimonial, ça nous permet d'arriver dans un petit jardin, qu'on appelle jardin suspendu, et de contourner pour... Là aussi, on aura une destruction d'un ancien bureau du palais, et de contourner pour reprendre justement cette échelle du palais et arriver également sur la rue du Marché. On pourra également contourner pour arriver jusqu'à la tour Maubergeon. Et enfin, le filet bleu. Celui-ci, c'est un contournement intérieur. Donc ça répond à la volonté d'avoir un lieu ouvert tout le temps et de pouvoir accueillir du public, même si on utilise... sur une journée type, je vais prendre un exemple très concret, on accueille un événement particulier dans la grande salle, on accueille un défilé de mode, on accueille un grand concert. Pour autant, le public pourra toujours rentrer dans le palais et contourner cette salle par un contournement de la salle. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on est en train de se rendre compte avec les fouilles actuellement que c'est sans doute en fait un usage qui avait déjà lieu à l'époque médiévale. Alors, pour se rendre compte, là, on arrive un petit peu en vue aérienne et on va avoir une vision de ce fameux contournement. Dans le futur projet, ça on le verra plus tard, mais l'escalier principal, là c'est la place Le Petit, par la place Le Petit est un petit peu retravaillé, et ce qui permet en fait d'avoir accès à une place haute, qui est un espace public qui sera beaucoup plus important et qui permet vraiment d'avoir un espace d'accueil et premier axe de vue sur le côté place Le Petit. Ce contournement sera donc possible pour arriver jusqu'à ce jardin suspendu qui donnera directement sur la partie, là on est sur la partie café-restaurant, là on est sur d'autres parties du palais, et un contournement qui nous permet d'arriver ici, soit à l'échelle du palais, ou là, face à l'impasse de la Buvette, ou complètement au bout, jusqu'à la tour Maubergeon. Donc c'est quand même rajouter vraiment des espaces publics, des espaces de végétation à l'intérieur, au cœur même du centre-ville de Poitiers. Et là, on dézoome encore un petit peu et on a une vision, une préfiguration de ce que pourrait être le projet urbain pour les espaces adjacents,
Donc, que ce soit voilà, ici la place Le Petit, là un traitement particulier sur le square Jeanne d'Arc qui sera très important, puisque le square Jeanne d'Arc accueille une partie de la muraille antique qui est actuellement visible au public, mais dans un état assez compliqué. Donc ça, c'est un travail très très important de pouvoir requalifier cet espace et le valoriser. On est vraiment en proximité directe avec la tour Maubergeon et le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Donc c'est crucial de pouvoir valoriser ces éléments de patrimoine. Et là, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, quelques interventions contemporaines proposées par l'atelier Novembre. Donc là, à chaque fois, voilà, vous avez une vue actuelle et une vue proposée par les architectes, avec là ici une requalification des escaliers pour permettre aussi d'avoir des espaces autour, notamment pour un accès PMR ici. Là, une requalification des autres entrées qui seront possibles. L'idée, c'est que c'est un lieu qui doit vraiment être un lieu pivot dans le centre-ville. Donc, il n'y aura plus une entrée principale, mais vraiment plusieurs possibilités d'accès à l'intérieur de ce palais. Donc là, on a l'entrée par l'échelle du palais, on a l'entrée par l'impasse de la Buvette. Et là, quelques interventions architecturales. C'est une sorte de planche d'ambiance là qu'on vous montre ici, vraiment dans l'idée de donner un petit peu... Virginie parlait tout à l'heure de l'état d'esprit de l'atelier Novembre, qui est effectivement pas sur un grand cabinet d'architectes qui va faire un geste architectural assez fou. On est plutôt sur une forme d'humilité et de se dire qu'on est déjà dans un lieu plus que millénaire. Finalement, le grand geste architectural, il existe déjà. C'est la grande salle, qui est une salle exceptionnelle, qu'il convient de valoriser pour ce qu'elle est. Et en fait, l'apport contemporain des architectes va plutôt être de valoriser l'existant, de le retrouver, de lui redonner de la lisibilité. Et ils vont être sur l'utilisation de matériaux assez bruts comme le verre, comme le métal, pour venir souligner en fait la pierre qui est présente et venir souligner l'existant. Alors, un des éléments un petit peu phares dans leur projet d'architecte, c'est ce projet d'escalier qui est ici, qui est à l'intérieur du palais, qui est en fait un patio. C'est un patio qui est un puits de lumière et qui est un distributeur. Donc pour nous, c'est assez central en fait dans le palais, qui est un enchevêtrement de plein de salles. Il y a plus de 350 salles au palais. Et cet escalier, ce patio, en fait, il va venir distribuer les différents étages. On appelle ce patio le palimpseste. L'idée, c'est qu'il va venir se positionner à peu près à l'endroit où était située la chapelle Saint-Didier, mais également les anciennes cellules, en lien direct avec la grande salle. Voilà, on est dans un nœud un peu patrimonial vraiment important, et en fait, les architectes vont venir révéler ce millefeuille historique, et toutes les couches, toutes les périodes vont être valorisées à l'intérieur de ce patio, avec voilà, à la fois aussi cette fonction de distribution entre les différents espaces et les différents niveaux. Alors, les vues que vous venez de voir, elles datent de cet été à peu près. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu où on en est du projet. C'est-à-dire que donc on a commencé à travailler avec les architectes véritablement en septembre 2021, sachant qu'ils sortaient de 18 mois de procédure, de recrutement. Donc, ils connaissaient déjà un peu le site. On avait déjà des propositions un peu fortes. Mais depuis 2021, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mené des diagnostics complémentaires. Ils ont continué à affiner leurs propositions. Et donc, ils nous ont remis ces documents que vous venez de voir. Donc, qui sont issus de l'avant-projet sommaire. Donc, on est vraiment dans les premières études de conception. Et l'objectif de ce travail, c'était, voilà, c'est écrit, de conforter le projet dans ses composantes architecturales et techniques, c'est-à-dire de voir vraiment là très concrètement avec un plan, une maquette très précise du palais si ce qu'on souhaitait y voir pouvait rentrer. Alors là, nous, on a fait aussi un travail assez fin de demande, c'est-à-dire qu'on était parti du programme qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui était dans les très grandes lignes, un restaurant, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, etc. Là, on a fait le travail
suivant, c'est-à-dire qu'on a affiné les besoins et qu'on a décrit très précisément ce qu'on voulait quasiment dans chaque pièce, en fait. Et donc, le travail des architectes, ça a été de mettre ça dans le palais actuel pour voir si effectivement ça rentrait quasiment au mètre carré près. Donc c'est voilà, ce travail d'avant-projet sommaire, ça a permis de vérifier que tout ça pouvait fonctionner. Ils ont également affiné l'estimation financière, recalé un planning, donc c'est aussi un travail assez conséquent. Et ils ont étudié un peu tous les aspects. Hein. Ils nous ont fait aussi des propositions de signalétique, des propositions scénographiques. Ils ont travaillé sur les aménagements extérieurs. Et pendant tout ça, l'architecte du patrimoine a aussi approfondi sa connaissance du site pour justement affiner les endroits où il pouvait y avoir des choses à montrer, peut-être les endroits où on peut chercher encore des éléments qui pourraient être révélés par la suite. En parallèle de ça, se sont poursuivies des études techniques et des diagnostics, puisque, comme je vous le disais également tout à l'heure, le palais n'était pas forcément non plus bien connu d'un point de vue de son état sanitaire, etc. Donc ça, c'est d'ailleurs des choses qui se poursuivent encore aujourd'hui, parce que sur un monument historique, ça peut être, et de cette ampleur, assez long. Donc, par exemple, il y a un diagnostic thermique qui est en cours en ce moment, notamment sur la grande salle. Si vous avez l'occasion de fréquenter le palais de temps en temps, vous pouvez vous imaginer un peu de quoi on parle, c'est-à-dire que c'est une salle qui peut être très fraîche l'hiver, donc ce qui pose d'ailleurs quelques difficultés pour y organiser des choses, et un peu moins fraîche l'été, mais pas très fraîche non plus quand même. Donc il y a le ressenti, mais il fallait aller plus loin et avoir un vrai diagnostic, un diagnostic thermique sur un monument historique. Et généralement, c'est des capteurs qu'on pose pendant une année entière. Donc c'est des choses qui sont assez longues. On a fait des études de pollution, de charpente, etc. Donc ça, c'est un travail qui est encore en cours, mais qui a beaucoup avancé pendant l'année 2022. On a aussi travaillé sur l'identité graphique du lieu, et même l'identité tout court, parce que c'est quelque chose qui, c'est l'ouverture du site réhabilité. C'est pas forcément pour tout de suite, mais la particularité, c'est aussi que le palais est ouvert. Nadège vous présentera un peu plus ça en détail. Donc il y a déjà besoin en fait de le faire connaître au public, de savoir ce qu'on y fait. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi déjà travaillé très récemment. Et puis, je vous ai parlé un peu du projet urbain tout à l'heure. Donc, le premier travail des urbanistes, c'était d'élaborer ce fameux schéma directeur urbain. Donc, c'est quelque chose qui est abouti là depuis l'automne à peu près. Donc, ça a consisté en une première étape de diagnostic et puis ensuite des préconisations qui, aujourd'hui, sont en fait diffusées dans tous les services de la ville pour justement avoir bien en tête au moment des projets divers et variés d'aménagement dans quel état d'esprit doivent se faire. Pour vous donner un petit peu un petit point d'étape sur ce qu'on fait en ce moment, et on vous montrera des photos tout à l'heure. Donc, ce qui occupe et ce qui est très visible aujourd'hui au Palais, c'est déjà des travaux, puisqu'on a une grosse campagne de sondage structurel et archéologique sur l'ensemble du monument, qui dure à peu près 8 à 9 mois. Ça vient juste... nous, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais concrètement, ça n'est visible que depuis quelques semaines. Le but, il y a à peu près 300 points de sondage, c'est d'aller faire des espèces de... des endroits, des échantillons, soit dans le sol, soit sur les murs, dans les plafonds, pour vraiment voir ce qu'il y a derrière les revêtements, puisque la justice a vraiment réaménagé complètement le site. Donc, parfois, il y a des cloisons qui ont été aménagées, etc. Alors, il y a un objectif quand même principal qui est architectural et structurel, c'est-à-dire que notamment pour les sols, ça allait reconnaître les compositions des sols, les fondations,
parce que les architectes vont devoir installer des choses, éventuellement creuser pour mettre des cages d'ascenseur, des cages d'escalier, une galerie souterraine qui est en projet aussi pour la logistique. Donc ça, il faut qu'on sache sur quoi on peut s'installer, où est-ce qu'on peut creuser. Et l'autre objectif, enfin c'est lié, c'est l'archéologie, c'est-à-dire que comme on est dans un monument historique, de toute façon, ce travail-là, on ne peut pas le faire sans surveillance des archéologues. Et en plus, c'est aussi quelque chose qui sert le projet, puisque l'intérêt, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller révéler des éléments patrimoniaux qui éventuellement ne seraient plus visibles aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont travaillé, qui travaillent successivement. La première étape, ça a été, alors c'est vraiment pour le moment pas sur des espaces entiers, par exemple, ça va être un morceau de mur, un morceau de plafond, un morceau de sol, d'enlever les revêtements et ensuite d'aller voir derrière ce qui se passe. Donc là, on est vraiment là-dedans et puis on vous montrera quelques photos à la fin parce qu'il y a déjà des choses qui sont assez spectaculaires. On poursuit les diagnostics et puis en parallèle, on travaille aussi sur déjà, alors bien sûr, la recherche des financements puisque c'est un projet très ambitieux. Donc, il y a un plan de financement qui l'est pas moins. Donc, des négociations qui sont en cours, notamment avec des mécènes. Et puis, on est déjà dans la projection de l'après, c'est-à-dire que le site, on l'exploite déjà, mais il faut réfléchir à la façon dont il fonctionnera demain, donc la gouvernance, qui va le gérer très concrètement, et puis comment, avec quelle équipe, quels moyens il pourra fonctionner. Et puis, donc, je vous parlais de l'avant-projet sommaire tout à l'heure. Ce qui viendra ensuite, dans quelques mois après les sondages, c'est l'avant-projet définitif. Donc là, c'est en gros, les architectes reprennent leur avant-projet, ils vont encore plus loin. Et à la fin de l'avant-projet définitif, là, on décide, s'il est validé tel que, de commencer les travaux. Donc ça sera plutôt en fin 2023-2024. Alors, quelque part, toute cette première partie-là qu'on a développée, c'était la première composante. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 composantes. C'était la première composante qui était le projet patrimonial. Virginie reviendra à la fin sur le projet urbain, qui est la deuxième composante. Et là, la troisième composante, c'est le projet événementiel. Dès 2019 a eu lieu un premier événement qui a été quelque part un peu l'élément phare qui a permis d'ouvrir le palais, réouvrir le palais au public après des années de service de la justice. C'était la création de traversées. Donc voilà, dans l'idée de mettre en mouvement le projet du palais sur le territoire. Un événement qui a été confié pour la direction artistique à 2 personnes. Emma Lavigne, qui était à l'époque directrice du Centre Pompidou-Metz et qui est maintenant à la tête qui est présidente de la collection Pinault, et notamment de la Bourse du Commerce, et qui travaillait conjointement avec Emmanuelle de Montgazon, qui est aussi historienne de l'art, qui est native de Poitiers, qui connaît très bien la ville. L'idée de ces 2 co-directrices artistiques a été de créer un événement sur mesure pour Poitiers, en invitant une artiste et en lui confiant les clés de la ville, métaphoriquement. L'idée était de se dire, voilà, elle va venir en résidence pendant plusieurs mois, elle va s'inspirer de Poitiers, qui est une ville qu'elle ne connaissait pas du tout, et elle va venir créer des œuvres pour ce lieu. C'était aussi la question de l'hospitalité, finalement, d'accueillir quelqu'un sur son territoire et de lui dire, voilà, maintenant, vous pouvez créer en fonction de ce territoire. Donc cette artiste, c'est une artiste sud-coréenne qui s'appelle Kim Soo-ja, donc qui est venue donc travailler pendant plusieurs mois à Poitiers et qui a pu révéler une partie de ses œuvres pendant cet événement qui a donc duré 3 mois. Autour de Kim Soo-ja, plus de 20 artistes invités qui ont aussi interrogé quelque part la question de l'hospitalité. On avait un certain nombre d'œuvres, donc un parcours d'œuvres plutôt dans l'idée des arts visuels, avec beaucoup d'œuvres interactives, participatives, et l'idée aussi de lieux un peu d'hospitalité, de rencontres avec l'altérité, et puis aussi une programmation d'art vivant, avec à la fois du spectacle, de la musique, etc. Donc plus de 15 espaces de représentation, donc l'idée d'avoir un parcours sur la ville et de
redonner un parcours autour du patrimoine dans ce cœur de ville. Donc au final, plus de 165 000 visites enregistrées pour cet événement. Et puis l'occasion, enfin, de réouvrir le palais. C'était vraiment aussi ce fait assez exceptionnel. Voilà, donc ça, c'est le premier événement phare. Le nouveau comité de pilotage a proposé à son arrivée de travailler vraiment sur le palais en se disant que ce palais, il allait être ouvert tous les jours de l'année dans l'idée que les gens vraiment se l'approprient au quotidien et créent une relation au quotidien avec ce lieu. Donc voilà, aujourd'hui, la salle des Pas Perdus, elle est ouverte tous les jours de l'année de 11h à 20h. On permet au public d'accéder à la tour Maubergeon pour des visites les mercredis, les week-ends, les vacances scolaires. Et on a fait du palais un point central pour les visites guidées du pôle patrimoine, donc liées au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Et surtout, chose très importante, on a une équipe de médiation qui est là sur place, puisque c'est un lieu très particulier. Les gens pourraient s'attendre à visiter cet espace comme un musée. Ça ne l'est pas, c'est encore un lieu en transformation. C'est un ancien palais de justice et c'est un futur palais complexe et composite, comme on vous l'a expliqué. Donc l'importance de la médiation, la place de la médiation, elle est cruciale. L'équipe de médiation, elle est aussi là pour incarner le projet du palais et venir apporter la nuance et expliquer le futur projet. Donc on a une fréquentation assez importante et notamment puisque vous allez le voir, on a une série d'événements qu'on a organisés et c'est vraiment l'objectif, c'est de créer un lien et une habitude auprès des visiteurs, qu'ils soient de Poitiers ou d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on parle d'un palais comme un espace commun, notamment dans cette grande salle où on est en mesure d'accueillir des événements. Donc il y a un petit peu 3 entrées, 3 axes principaux pour l'accueil des événements. La première entrée, c'est une programmation artistique. Le palais et la salle des Pas Perdus n'est pas une salle de spectacle, mais peut faire l'objet d'une invitation à un artiste qui va venir créer in situ, qui va venir créer pour cet espace. On est dans l'idée de toujours interroger la mémoire sensible du lieu. On va essayer de travailler sur la thématique soit liée au palais, à Aliénor, soit liée aux histoires de la justice. Voilà, on a eu plusieurs artistes qui sont venus un peu s'inspirer de ces histoires-là et qui ont pu créer des œuvres spécialement pour le palais. Le palais, c'est aussi un lieu d'échange et un lieu de savoir. Donc la deuxième entrée de la programmation, c'est aussi les cycles de débats, conférences qu'on va organiser avec le pôle patrimoine, mais aussi un lieu d'échange avec d'autres professionnels, d'autres domaines qui ont pu proposer des cycles de rencontres. Et enfin, le palais, c'est un projet ouvert sur le territoire. Donc, on parle là du laboratoire des expériences et de l'idée de permettre à des acteurs du territoire de proposer des projets pour le palais. Alors ici, on va être sur des propositions assez diverses, mais effectivement, on a pu collaborer avec des associations qui ont pu organiser soit une exposition, soit une rencontre thématique, un concert, des projets artistiques, mais pas uniquement. Donc au total, on a eu 70 événements pour l'année 2022. Donc comme je le disais, l'intérêt de cette programmation qui reste, voilà, on est vraiment dans une période transitoire, hein, mais l'intérêt, c'est de créer un lien avec les habitants. Et l'intérêt, il est double, parce que pour nous, professionnels, l'intérêt, c'est aussi d'acquérir une maîtrise d'usage du lieu. C'est-à-dire que quand la ville achète le palais en 2020, elle connaît que très peu de choses de ce projet. Le projet, il est très ambitieux. Et dans notre rapport avec l'équipe d'architectes, c'est très important pour nous de commencer à exploiter le lieu pour connaître les qualités et aussi les manques qu'on peut avoir au palais et pour pouvoir vraiment qualifier nos besoins. Donc nous, cette programmation événementielle, elle va aussi nous servir dans l'idée de la préfiguration à mieux connaître nos besoins et à pouvoir être beaucoup plus précis dans nos échanges avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et d'architectes. Je parlais de préfiguration, on y est justement. L'idée, c'est de tenter des expériences pour mieux affiner le programme sur la suite. Par exemple, l'année 2021, on a testé un usage de café. On avait un petit module de café qu'on a testé et qu'on a mis dans la grande salle. Donc voilà, ce type d'expérience, ça nous a aussi permis de tester cet usage-là. On accueille en ce moment des associations qui ont leur bureau au Palais. On a un petit espace boutique très modeste et sommaire. Ça correspond aussi à une demande des publics qui était assez importante de
de pouvoir avoir un petit point complémentaire. Et puis, surtout, on aurait pu d'ailleurs le mettre en premier, ce qu'on expérimente en ce moment, c'est la coactivité. C'est-à-dire qu'on reste, et ça c'est assez exceptionnel, il faut vraiment le dire, c'est que le palais reste ouvert au public alors qu'on entame une phase de travaux. Ça, c'est vraiment une volonté forte, c'est de se dire qu'au maximum, tant qu'on pourra, on verra jusqu'à quand c'est tenable, mais la grande salle restera ouverte au public. Puisque cette grande salle exceptionnelle, dans l'idée aussi qu'elle puisse être visible, ça permet aussi de continuer à parler du projet et de faire de la médiation autour de ce projet. Je ne sais plus quelle est la slide après. De faire de la médiation autour de ce projet. C'est très important pour nous de profiter quelque part des contraintes actuelles, de profiter du fait que les travaux ont lieu pour évoquer quelles sont ces couches d'histoire, en fait, ce millefeuille historique, qu'est-ce que ça va nous permettre de révéler. Et on veut vraiment se saisir de ça pour faire un lieu, finalement, de la connaissance. On va pouvoir apprendre l'histoire en même temps qu'elle est révélée. C'est aussi une façon de valoriser ces métiers, parce que c'est vraiment des corps de métier très, très différents, en fait, qui s'activent sur le chantier de réhabilitation du palais. Et ça, c'est vraiment au cœur de cette grande salle et du travail de médiation qui est fait. Tu voulais présenter ça ? Alors, en lien avec ce que disait Nadège, il y a aussi une dimension assez importante, c'est le contenu scientifique. Donc, on est toujours en fait dans ce mélange entre le projet du futur lieu, la révélation du patrimoine, la connaissance qu'on acquiert pendant le projet. C'est aussi la construction on est vraiment dans un lieu de patrimoine, donc de la connaissance du site et notamment le contenu scientifique. Donc là-dessus, on travaille beaucoup avec l'université et notamment avec le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, puisque je vous en dirai quelques mots après, mais il y a un projet de recherche en cours aussi sur le palais. Et donc, il a paru évident, et d'ailleurs, ça a été juste après Traversée, ça a été l'autre événement important, c'était l'ouverture au public, mais autour d'une exposition donc, qui a été inaugurée à l'été 2020, qui pourrait en fait, remettre en perspective un peu toute l'histoire du palais, puisque jusque-là, si on allait au palais, sinon on n'avait pas vraiment ces informations-là. Donc, il y a une première exposition qui s'appelait Les Belles Heures du Palais, que vous avez peut-être vue. Elle est restée assez longtemps, 2 ans, qui a été justement conçue avec le CESCM, donc le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, pour vraiment retracer un peu toute la chronologie du site, les grandes époques et puis les grands personnages. Et depuis l'été 2022, toujours avec la même collaboration, une nouvelle exposition qui s'appelle L'ours, le cygne et le crocodile, l'animal dans l'entourage du prince au palais, qui en fait vient aussi faire un peu tout ce lien entre la connaissance du site en train de se construire, mais une approche aussi grand public pour vous donner un petit peu la jeunesse de cette exposition. En fait, nous, on les voit très souvent, les historiens. Et donc, il y a des fouilles qui se sont déroulées déjà depuis 2020 au Palais. Et en fait, c'est vraiment l'émergence de pas mal d'éléments concernant les restes, notamment animaliers, donc, qui étaient consommés au Palais à l'époque médiévale, qui nous a donné l'idée de se lancer là-dedans. Et puis aussi, il y a toute une histoire entre les ducs d'Aquitaine, les comtes de Poitou et les animaux, qui avaient des animaux dans leur entourage, etc. Donc, cette exposition a vraiment été conçue sur mesure pour le Palais, en lien avec les fouilles en cours. Donc, c'est une façon de valoriser ce travail-là scientifique et de le médiatiser avec des fois des révélations un peu inédites, tout en ayant un regard un peu nouveau, y compris sur des éléments un peu légendaires sur le palais. Et en plus, là, c'est vrai que la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est un sujet qui est plutôt, qui est assez grand public, en tout cas, qui peut intéresser tout le monde. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu l'exposition, allez la voir. Il y a vraiment aussi eu un travail très abouti qui a été fait avec une jeune scénographe locale qui quasiment débute sa carrière et une illustratrice pour justement
justement avoir quelque chose d'assez ludique et accessible au grand public. L'exposition, jusque-là, elle était dans une salle dédiée. Aujourd'hui, elle est visible directement dans la grande salle. C'est aussi un bon exemple de ce dont parlait Nadège jusque-là, c'est-à-dire qu'on s'adapte en permanence à l'évolution du lieu. La salle qu'on utilisait comme salle d'exposition jusqu'à il y a quelques semaines va être fouillée, donc on ne peut plus l'utiliser. Et il y a quelques années, c'était une salle d'audience. Donc on passe notre temps à imaginer une évolution des lieux et puis à concevoir des choses qui puissent être quand même en cohérence et à faire vivre ce site. Alors, je vous le disais, cette exposition conçue avec le CESCM, elle est liée aussi aux fouilles du Palais. Je vous parlais tout à l'heure des sondages qui sont en cours et avec un objectif archéologique notamment. Les sondages actuels, c'est plutôt ce qu'on peut qualifier d'archéologie préventive, c'est-à-dire c'est de l'archéologie liée à des travaux. Donc, c'est pour veiller à ce qu'on ait une connaissance ou qu'on enregistre des vestiges qui n'ont pas forcément vocation à être visibles tout le temps et qui parfois même seront peut-être détruits par le projet. Donc c'est vraiment le but des sondages actuels. Mais depuis 2020, en fait, il y a des campagnes de fouilles qui ont eu lieu sur des temps très limités, souvent 1 mois et demi, 2 mois pendant l'été, puisque c'est un chantier école donc mené avec des étudiants. Et il s'agit de fouilles programmées qui sont liées à un projet collectif de recherche. Donc là, c'est vraiment un projet universitaire qui vise à approfondir la connaissance du site, mais aussi la connaissance de la vie d'un site comme celui-ci au Moyen-Âge. Parce que ce qui fait aussi le caractère exceptionnel du palais de Poitiers, c'est que c'est un lieu qui est encore pas très connu, qui n'a jamais ou quasiment jamais été fouillé, et qui peut être faire avancer en fait la connaissance scientifique, notamment sur l'époque médiévale, de manière très importante. Et d'ailleurs, donc là, ce projet collectif de recherche qui est dirigé par Nicolas Proutot et Claude Andro-Schmitt, on arrive à la fin là, de ces 3-4 ans. Généralement, il y en aura peut-être un autre après. Donc là, il s'est focalisé sur la tour Maubergeon. Et ce qui est déjà ressorti, on ne peut pas forcément trop vous le dire. Et puis, de toute façon, c'est encore en train d'être affiné. Mais en gros, ils sont en train de repréciser, c'est un des objectifs du projet, la chronologie du palais. C'est-à-dire que voilà, il y avait une chronologie sur certains éléments qui étaient notamment qui dataient du début du XXe siècle. Forcément, l'histoire a évolué depuis, donc ils arrivent maintenant avec des éléments plus précis à affiner ça, et peut-être qu'il y a des choses qui vont nous révéler qu'en fait la tour Maubergeon, elle est peut-être pas complètement de l'époque à laquelle on croyait qu'elle était raccrochée. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur. Et d'ailleurs ça, voilà, le site il est connu et réputé pour ça. Et il y a régulièrement, y compris dans la programmation événementielle, des demandes de la part d'universitaires de venir faire des choses au palais. Voilà. Alors juste pour, avant peut-être de conclure et de vous montrer des photos de ce qui se passe en ce moment au palais, un dernier petit mot sur le projet urbain. On en a un peu parlé tout à l'heure. Donc Nadège le disait, il y a les enjeux vraiment liés au monument et à sa proximité immédiate, c'est-à-dire qu'on va bien sûr réhabiliter ce monument, en révéler la volumétrie, révéler des éléments, enfin retravailler des façades qui sont pas forcément toutes qualitatives aujourd'hui, mais ça, un site comme celui-ci qui est en plein cœur de ville, enfin c'est même, on parle d'un îlot, hein, il y a vraiment plein de bâtiments, des riverains accolés au site, ça a forcément des conséquences sur l'espace public autour. Donc c'est pour ça que le projet, c'est pas seulement un projet de réhabilitation d'un monument, mais c'est bien aussi quelque part une requalification d'une partie du centre-ville. Donc il y aura un réaménagement des espaces publics vraiment à proximité immédiate. Mais là, il y avait vraiment cette idée forte aussi de travailler sur cet axe. Donc là, bon, on part de la gare, mais le palais est ici, la cathédrale est là. Donc cet axe qui, en fait, historiquement, est assez important. Donc là, c'est vraiment une vue, voilà, qui est vraiment une vue du tout début du projet qui montrait le fait qu'il y avait cet enjeu de retraverser et puis de
voilà, décrocher un peu ou désengorger le palais, désenclaver le palais, pardon. Et donc retravailler cet axe-là pour aller aussi essayer de le mettre en relation avec le quartier épiscopal qui aussi a en fait parfois les architectes parlent d'un chapelet de monuments historiques. Mais c'est vraiment ça, parce que dans le quartier de la cathédrale, il y a la cathédrale, mais il y a le baptistère Saint-Jean, le musée. Enfin, il y a vraiment des éléments qui sont majeurs au niveau patrimonial, qui sont connus, visités. Mais c'est vrai que c'est un lieu, on est en bas du plateau, c'est la liaison avec le plateau, et enfin des fois le sommet du plateau est compliqué. Il n'y a pas forcément la vie n'est pas la même en fait. Il y a beaucoup moins de commerce, etc. Donc il y avait vraiment cet enjeu aussi de retravailler tout ça. Et donc ça a fait partie du travail de schéma directeur, donc de reconnecter le palais et la ville. Pour le moment, c'est ce que je vous disais. Alors c'est un peu, c'est quelque chose qui est pas toujours facile à faire passer. C'est qu'en fait, on est vraiment, voilà, là on n'a pas de vue à vous montrer, par exemple voilà ce que sera la place de la cathédrale demain, parce que en fait, autant sur le projet, ce travail-là va être mené parce que les architectes ont cette mission de travailler, de dessiner tout ça. Sur l'espace urbain, c'est sur des plus grandes périodes, et le travail qu'ils ont mené, c'est plus de réfléchir à des intentions d'aménagement et plutôt un état d'esprit en fait, et qui soit en cohérence avec ce qui se fait dans le reste du centre-ville. Donc là, pour le moment, on a plutôt une espèce de document comme ça qui indique, voilà, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et puis, petit à petit, il y aura des aménagements qui vont se voir. Donc là, en ce moment, il y a des travaux qui sont en cours dans la rue de la Cathédrale, qui sont des travaux de voirie qui étaient programmés, qui devaient avoir lieu. Mais à l'occasion de ces travaux, de réseau, pardon, sous la voirie, il va y avoir un travail de la surface, et là, qui va se faire en cohérence avec ce que les urbanistes ont proposé, et pour justement donner un peu plus de qualité à cette rue, pour qu'elle soit voilà, plus agréable à parcourir, que le lien, notamment piéton, se fasse de manière plus évidente avec le quartier de la cathédrale. Voilà, et puis pour finir, donc quelques images, juste peut-être un mot. Comme vous l'avez vu, voilà, c'est un projet effectivement très ambitieux, de longue haleine, qui en plus c'est voilà, souvent on dit un projet à tiroir. Hein, il y a vraiment plein de choses qui se jouent, avec une grande complexité. Le site est très complexe, le projet l'est aussi. Et puis, c'est vrai que la particularité aussi de ce projet-là, et c'est aussi ce qui justifie notre présence toutes les deux ici, c'est que en fait, on est dans un site ouvert, qui en plus ne l'était pas forcément au début, qui n'était pas, c'est pas comme par exemple on réhabilite un musée qui est déjà ouvert et on a déjà cette expérience d'ouverture au public. Là, en fait, on construit tout, en fait. On apprend un peu en marchant, mais c'est aussi ce qui fait que, sans doute, le projet s'enrichit et que voilà, les choses s'affinent au fur et à mesure, mais qui font de ce projet-là quelque chose de assez fin, assez subtil pour voilà, préfigurer l'avenir. Et là, on vous a fait un petit voilà, florilège de ce qui se passe en ce moment au Palais. Donc voilà, là vous allez avoir un petit avant-après. Donc là vous avez un bureau quelconque côté cour d'appel. Aujourd'hui les sondages, voilà, ça permet de révéler ce qui se passe derrière les murs. En fait, on va déshabiller le Palais pour retrouver la pierre, entre autres. Voilà, on a plusieurs espaces comme ça. Là vous êtes sous le péristyle. Avec, voilà, aujourd'hui, on découvre les solives qui sont donc sous le péristyle. Donc, on avait peut-être l'espoir de voir d'anciennes coupoles, mais non, apparemment, c'était uniquement sur des gravures. Mais voilà, ça permet de connaître la structure. Mais ça permet de connaître la structure, mais également de nourrir la connaissance du bâtiment. Ici, voilà, on va découvrir, bon là, c'est assez remarquable, hein. On va retrouver vraiment l'origine du mur. Alors, évidemment, hein, toutes les caractéristiques patrimoniales seront gardées. Hein. Une cheminée, évidemment, de la sorte, elle est intégrée dans le projet architectural.
Et voilà, donc le symbole de la justice, c'est aussi ces cellules, XXe siècle, qui perdent leurs barreaux. Voilà, ça y est, c'est fini. Aujourd'hui, le palais, c'est cette grande salle avec ces archéologues qui travaillent actuellement. Donc, ils sont en train de faire un trou. Aujourd'hui, ce trou d'une surface de 2 mètres par 2 mètres 50, ils sont descendus à 1 mètre 30 de profondeur. Ils ont réussi à dégager la muraille antique qui se situe donc sous la grande salle. Et là, d'ici 10 jours, une entreprise va venir pour confectionner en fait un système de puits, puisque en fait ce sondage est pour l'instant à 1,30 m et en fait l'objectif c'est de descendre à 6 mètres pour arriver à la fondation de la muraille. Donc ça s'appelle c'est un contexte de fouille en puits. Donc comme dans une mine en fait, on va aller confectionner un étayement en bois. Et on va descendre avec une poulie. Donc, c'est un archéologue avec un harnais qui va descendre avec une poulie. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, c'est quelque chose qui sera en partie visible pour le public. Alors, évidemment, tout ça est sous palissade, etc. Mais par contre, on a des écrans extérieurs et on essaiera de montrer un maximum de choses qui seront dévoilées au public. Et voilà, là, par exemple, dans un petit bureau, derrière le placo, on a l'extérieur de la tour Maubergeon qui apparaît. Donc c'est assez émouvant en fait de voir le palais s'incarner petit à petit au fur et à mesure. On enlève les faux plafonds, on voit la tour, voilà des bureaux qui se préparent à retrouver leur ancienne peau finalement. Voilà, je crois qu'on a fini notre propos. Peut-être vous avez des questions. Alors, pour les questions, moi, j'en ai une pour commencer. Dans le projet de réhabilitation, quid du pont qui menait à l'entrée en haut de l'échelle du palais, en fait, et qui se trouve maintenant dans un commerce. Autrefois, la Mandragore, c'est plus ça, c'est... voilà, c'est ça. Du coup, je vais peut-être répondre là-dessus. Alors, ça, effectivement, dans ce fameux commerce, on voit les piles du pont. Alors, c'est quelque chose, il y a une étude qui a été faite par les archéologues il y a quelques années, donc qui est assez bien, qui est plutôt bien connu. Ce pont, il est quand même assez... il interroge pas mal les historiens. Donc là, Nicolas Proutot, qui travaille sur le projet collectif de recherche et notamment sur la tour Maubergeon, continue à se poser des questions sur ce pont, notamment le fait qu'il soit coudé, c'est assez exceptionnel. Donc c'est un pont qui enjambait le fossé qui était autour du palais. Mais il semblerait qu'en fait, ça soit effectivement un pont coudé, et ce qui serait sans doute un exemple assez rare en France et même en Europe. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Maintenant, dans le projet, il n'est pas prévu forcément évidemment pas de le remettre en fonctionnement, parce que maintenant c'est une rue, il y a des commerces à côté. Par contre, l'échelle du palais, d'où son nom d'échelle, qui est cette petite rue là, qui permet de rejoindre le palais jusqu'à la rue des Cordeliers, du marché, va évidemment être retravaillée dans le lien avec le projet et peut-être, alors là c'est encore tôt pour les architectes, ils ne sont pas allés encore jusque-là, mais peut-être que c'est des choses qui pourront être un peu remises en valeur ou en tout cas décrites dans le projet. Mais a priori, non seulement on ne verra pas de pont, mais la rue, elle ne va pas tant changer que ça. Par contre, c'est des choses, nous, qu'on essaie de remettre en valeur. Et puis, en tout cas, dans la médiation et dans l'explication qu'on a du site. Et notamment, l'équipe du programme collectif de recherche travaille à une modélisation du palais. Donc, on va pouvoir aussi se rendre compte d'une modélisation du palais à l'époque, à plusieurs époques, parce qu'il y a eu plusieurs configurations du palais, mais ça va nous permettre de nous rendre compte de ce pont coudé. Oui, parce que maintenant, c'est à la bonne volonté du commerçant qui fait visiter ou pas, qui accepte. Voilà, alors là, ça, oui. Justement, je ne veux pas forcément lui faire de la publicité, mais pour le coup, c'est très facile de les voir maintenant parce que c'est un commerce de bouche avec une partie café, salon de thé, qui se trouve sous les arches. Donc là, pour le coup, il y a une époque où il c'était peut nous très emmener peu... dans sa cave. Alors non, pas dans la cave. Non. Et puis la cave, elle est... oui, mais c'est une cave... il peut le faire, mais
Oui, après c'est exceptionnellement, compliqué. et c'est dommage, voilà. Non, que mais en ce tout soit cas, pas les visible autrement. arches, elles sont bien visibles dans le commerce. Et si vous allez même ne serait-ce que boire un verre ou manger quelque chose, c'est assez visible. Merci pour votre présentation. J'ai deux questions. La première, alors vous êtes restée un peu discrète sur le coût d'investissement, mais ça serait intéressant que vous nous communiquiez un petit peu le montant de la réhabilitation, ne serait-ce que sur une fourchette de prix, bien évidemment. Alors, le prix, c'est effectivement, c'est quelque chose de très important sur ce palais. Pour le moment, on est encore sur des choses qui sont, enfin, ça se précise, mais ça reste à affiner puisque il y a des choses qui sont, c'est-à-dire que l'équipe d'architectes a dû travailler sur un coût qui était estimé en fait en 2017 et qui va forcément évoluer. Donc, c'est à peu près un budget de 60 millions d'euros quasiment. Entre guillemets tout compris, enfin, c'est-à-dire que en fait TTC, quand on inclut tout ce qui relève de la réhabilitation, mais aussi toutes les phases déjà depuis 2016 de conception, réflexion du projet, les honoraires des architectes, etc. Les coûts travaux, donc c'est là où il y a en fait encore quelque chose qui va s'affiner, notamment au moment de l'avant-projet définitif. Pour le moment, ils étaient estimés, alors là pour le coup je vais rebasculer en hors taxe, mais dans les 32-33 millions d'euros. Mais ça, voilà, c'est sans l'inflation, c'est une valeur en 2017, donc tout ça va être réaffiné. Et puis avec une connaissance du site qui était très limitée, quoi. Donc voilà, à titre d'exemple, enfin ça c'est tout à fait communicable, d'ailleurs c'est marqué sur le panneau de chantier des sondages, rien qu'une phase comme celle qui a lieu en ce moment, donc de sondage structurel archéologique, alors qui occupe aussi beaucoup d'entreprises, hein, ça va de l'architecte qui pilote ça à l'entreprise qui va démolir et aux archéologues, c'est déjà un coût de 1 400 000 à peu près. Donc voilà. Merci pour la réponse. Deuxième question, alors un peu en marge du projet que vous nous avez présenté, et comme vous assurez la promotion du patrimoine de Poitiers, je voudrais savoir si les illuminations d'été sur Notre-Dame-la-Grande, elles vont reprendre, parce que ça permet quand même de mettre en avant la façade romane de Notre-Dame. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Vous parlez des polychromies de Notre-Dame. Voilà. Alors, c'est un projet qui a été arrêté pour des raisons techniques. À un moment donné, c'était un système en fait de projecteurs qui était plus adéquat. Donc, ça a été arrêté pour des raisons techniques, je dirais il y a 2 ans, 3 ans maintenant. C'est effectivement un projet de réactiver une mise en lumière de Notre-Dame. Alors, je ne crois pas forcément pour cette année, peut-être que ce sera pour 2024, mais c'est effectivement une demande de pouvoir travailler là-dessus. C'est une demande assez importante des habitants qui apparaît souvent, et c'est vrai qu'il y a un attachement à Notre-Dame, surtout en ce moment avec les travaux qui vont avoir lieu. Donc c'est effectivement un travail en cours. Il y a sûrement d'autres questions. Oh, pardon, j'avais pas vu. J'avais une question, c'est sur le pôle hébergement. C'est hébergement d'artistes, c'est quoi ? Alors, c'est un hébergement, c'est pas un hôtel traditionnel, voilà, ça c'est sûr. C'est un hébergement un peu atypique qui peut permettre d'accueillir des groupes, des familles, et avec effectivement une partie hébergement d'artistes. Donc ça, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui sera porté par le palais en direct. Ça sera, en fait, c'est aussi le principe de la gouvernance, c'est que cette future gouvernance du palais, elle va pouvoir intégrer aussi des privés qui vont pouvoir et gérer la partie café-restaurant et gérer la partie hébergement. Donc quelque part, en fait, la collectivité va produire ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt. Et ensuite, eh bien, aux potentiels preneurs de faire une proposition de projet et de colorer, on va dire, sa proposition. L'idée étant qu'on ne soit pas sur une proposition classique qu'on peut déjà trouver à Poitiers. Et oui, non, pas un projet de luxe non plus. C'est pas un hôtel de luxe. Oui, c'est pas les archives, quoi. C'est pas ça. C'est pas les archives bis, non. Non plus, non plus. Je le garde.
Vous avez évoqué le mécénat. Est-ce que vous faites appel à la Fondation du patrimoine? Alors, on va travailler avec la Fondation du patrimoine. Oui, parce que vous avez une déléguée départementale Madame qui Villain. habite, Madame Françoise Villain, qui habite à Poitiers. J'allais y venir. Et la Fondation du patrimoine a été créée aussi pour le patrimoine de proximité. Oui. Alors justement, j'allais y venir. Alors, il se trouve que on travaille de manière très étroite avec Madame Villain pour le Palais, mais le patrimoine en général. Il y a une convention d'ailleurs qui vient d'être signée par Grand Poitiers avec la Fondation du patrimoine. Alors là, pour vraiment plutôt le volet justement patrimoine de proximité, même patrimoine des particuliers, c'est-à-dire l'encouragement au ravalement de façade ou autre, pour que la Fondation du patrimoine et la collectivité donnent aussi un coup de pouce aux gens qui ont des éléments patrimoniaux. Sur le Palais, le montage financier, il est assez complexe. Il se fait sur du long terme. Il y a d'autres projets aussi à Poitiers. Donc en fait, la Fondation du patrimoine, bien sûr, elle sera sollicitée sur le Palais. Là, pour le moment, elle l'a été davantage sur Notre-Dame. Mais quelqu'un comme Madame Villain, c'est quelqu'un qui travaille avec nous en fait sur la recherche de mécénat pour le Palais. Donc évidemment, c'est pris en compte. Dominique. Merci. Merci, mesdames, pour votre présentation. J'ai personnellement apprécié la manière dont vous nous avez éclairé sur la manière dont serait dégagé le palais, parce que on avait eu des conférences précédentes et je n'avais pas bien compris comment on allait prendre du territoire, comment on allait pouvoir gagner du territoire compte tenu que les façades sont accolées. Donc là, j'ai trouvé que votre présentation m'avait ouvert un peu plus clairement l'esprit. Alors, encore une interrogation, quelqu'un de curieux sur tel ou tel aspect? Non, juste... Ah, alors je vois pas. Je vois... Trop haut, bien sûr. Oh là là, j'y vais. Samuel devait me rejoindre, il devait faire les escaliers, mais il n'est pas là. Oui, merci pour votre présentation. Vous avez abordé l'aspect culturel des projets qui vont venir dans ce lieu. Est-ce qu'on peut penser aussi revoir un jour des projets plus sportifs du type Challenge Charles Martel ou autre qui donnaient une résonance internationale à la ville de Poitiers? Eh bien oui, complètement. Si, voilà. Effectivement, c'est une question que l'on se pose activement. C'est une réflexion assez forte au sein de la ville de Poitiers, c'est comment lier l'art et le sport. Et en particulier, le Palais, c'est effectivement cette culture en fait de l'escrime avec le tournoi Charles Martel. Alors, il se trouve que Poitiers est territoire... c'est terre de jeu, voilà, terre de jeu, l'intitulé en vue des Jeux Olympiques 2024, qu'il y aura un certain nombre de disciplines prioritaires, dont l'escrime. Et nous, en clin d'œil à ça, au Palais, on va commencer à faire des petits, des petits clins d'œil à l'escrime pendant l'année, là, 2023. Il est possible qu'on ait quelque chose également en 2024. Là, pour débuter, déjà cet été, pendant les vacances d'été en 2023, donc dans le programme de médiation, on a beaucoup d'ateliers pour les enfants. On appelle ça les croque-palais. Et on aura nos premiers croque-palais en lien avec l'escrime. Et il est possible qu'on développe cette approche-là. Très bien. Une dernière question? Non? Bon, mais écoutez, merci infiniment à toutes les deux. Merci. Bonne fin de journée et puis à bientôt au Palais.